Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 20 février 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 202 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, premièrement, je veux revenir sur les données par rapport à l'inflation au Canada. Donc, ce matin, on obtenait l'IPC, l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier au Canada. Et ensuite de ça, je vais vous parler d'un paquet d'affaires, là, mais principalement le déficit budgétaire au Québec, les dépenses gouvernementales par rapport au PIB, l'immigration massive au Canada, tout un peu des données par rapport à l'économie du pays, mais plus principalement à l'économie de notre province. Et je vais terminer l'épisode avec deux actions qui ont attiré mon attention suite à leurs derniers résultats financiers. C'est deux entreprises américaines qui sont cotées sur le Nasdaq, donc en dollars US. Et je vais conclure l'épisode là-dessus parce que ça risque d'être mes deux prochains achats pour mon portefeuille. D'après moi, ça va même se faire aujourd'hui même. Donc, je vais commencer tout de suite avec les données de l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier au Canada. Donc, ce matin, on a pu voir que l'IPC, elle affiche une augmentation de 2,9% comparativement à l'augmentation de 3,4%. Ça, c'était en décembre. Du côté des analystes, on avait prévu un ralentissement de l'inflation à 3,2% en janvier. Donc, les données du côté de l'IPC sont mieux que prévu. Le facteur qui est le facteur le plus important, qui est à l'origine, en fait, du ralentissement de la croissance de l'inflation, c'est la baisse des prix de l'essence d'une année à l'autre. On parle d'une diminution de 4% par rapport à janvier 2023. Par contre, je tiens quand même à préciser, là, du côté du prix de l'essence, on pourrait avoir une remontée dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que si on regarde là, au début du mois de janvier, le prix du baril de pétrole brut WTI, il était autour de 70$ US et là, maintenant, il est rendu tout près de 80$ US, donc une remontée de 10$ en un peu plus d'un mois. Donc, c'est sûr que ça peut avoir une influence sur le prix de l'essence dans les stations-service. Donc, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Mais bref, avec une augmentation de l'IPC de 2,9%, l'inflation au Canada est passée sous le cap du 3% et c'est définitivement une bonne nouvelle aux yeux des investisseurs parce que à 2,9%, on se rapproche de la fourchette cible de la Banque centrale, la Banque du Canada, et théoriquement, si l'inflation retourne à un niveau normal, ça peut permettre à la Banque du Canada de justifier une baisse des taux d'intérêt. Évidemment, il ne faut pas parler trop vite parce que, premièrement, si on exclut la baisse du prix de l'essence, la croissance de l'IPC est quand même de 3,2% en janvier. Donc, c'est sûr que la composante essence, c'est vraiment ça qui a tiré l'IPC vers le bas. Et deuxièmement, c'est loin d'être impossible que le mois prochain, le taux d'inflation reparte à la hausse. Comme je vous dis, c'est quelque chose que j'ai en tête. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment cette possibilité-là. Donc, avant de trop s'exciter, il faut s'assurer que la tendance à la baisse se poursuive du côté de l'indice des prix à la consommation. Donc, on va attendre les prochaines données de l'IPC en mars. Et en parlant de l'inflation, je trouvais ça pertinent de vous parler d'applications qui vous permettent de faire des économies considérables dans certaines épiceries. On parle de 30 à 60% de rabais sur certains aliments comme les fruits, les légumes, la viande, les produits surgelés, etc. En gros, c'est des applications anti-gaspillage alimentaire et ça vous permet de trouver des gros escomptes. Pour en nommer quelques-unes, il y a l'application Flash Food, il y a Food Hero, il y a Too Good To Go. Et à noter que ces applications-là
c'est pas nouveau, là. Il existe depuis à peu près 2019, mais encore aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui les utilisent au Québec. On s'entend par contre, là, ces applications-là, ça permet aux épiceries de mettre des produits un peu moches visuellement ou avec une date d'expiration qui est très limite, qui est très proche. Donc, si t'es pas trop difficile avec la beauté ou la fraîcheur de tes fruits ou de tes légumes, ben c'est sûr que là-dessus, tu peux trouver des bons deals. Tu sais, j'ai regardé vite, puis les applications semblent fonctionner dans les Maxi, les Provigo, les Metro, IGA et compagnie. Donc, bref, si vous avez des personnes autour de vous qui ont des difficultés financières, qui ont de la misère à arriver, ben ce genre d'application-là, ça pourrait les aider au moins du côté de leurs dépenses en nourriture. Et d'ailleurs, hier, on a obtenu les résultats d'un sondage qui a été effectué par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI. Et en fait, leur sondage révèle que 72% des Québécois sont inquiets de la situation économique et que 2 Québécois sur 5 ont peur de perdre leur emploi ou que ça arrive à un de leurs proches. Encore une fois, même si on n'est pas officiellement en récession, on s'entend qu'on n'a pas besoin d'être un économiste pour constater que l'économie, présentement, elle tourne au ralenti. Au fait, à mon avis, la seule chose qui soutient la croissance du PIB au Canada, c'est la hausse record de la population avec la vague massive d'immigration dans le pays. Et on prévoit déjà encore plus de nouveaux immigrants en 2024 que l'année passée. Et je vous rappelle que juste en 2023, le Canada avait comme objectif d'accueillir plus de 465 000 immigrants. Donc c'est sûr que avec autant de monde qui arrive dans le pays, systématiquement, ça augmente la consommation à l'intérieur du pays et ça crée une croissance artificielle du PIB. Comme je l'ai déjà expliqué dans un épisode précédent, si on regarde le PIB par habitant, c'est-à-dire le produit intérieur brut divisé par la population, de ce côté-là, on constate un recul. Autrement dit, la croissance du PIB au Canada, c'est vraiment alimenté par l'immigration, mais la richesse par habitant est en baisse sur une période de plus d'1 an. Et c'est sans compter que l'immigration record, ça accentue la crise du logement dans le sens que les immigrants, ils doivent habiter quelque part. Puis c'est bien normal. Donc forcément, ça booste la demande de logement et conséquemment à ça, ça met une pression haussière sur les prix. T'sais, il manque déjà de logements. Logiquement, s'il y a de plus en plus de monde, ça va empirer la situation actuelle. Surtout que avec les taux d'intérêt qu'on a présentement, c'est très coûteux de lancer un projet de construction pour bâtir plus de logements. Donc là, on mélange une vague d'immigration avec un ralentissement du côté de la construction de logements. Bref, si je me fie à ces chiffres-là, la crise du logement, ça va se poursuivre au Québec encore pendant une couple d'années. Et l'autre volet de ça, c'est qu'il faut savoir qu'en 2023, les dépenses du gouvernement du Québec ont représenté 25% du PIB. Et ça, c'est le niveau le plus élevé depuis 30 ans, excluant évidemment l'année de la pandémie, là, parce que ça donne des chiffres pas d'allure. Mais autrement dit, les dépenses gouvernementales y atteignent un niveau record par rapport au PIB. Donc, par exemple, on peut penser à l'entente qui a été ratifiée avec le Front commun. Ça, à terme, ça va coûter 11 milliards de plus par année aux contribuables québécois. Et là, encore là, allez pas penser que le déficit budgétaire du Québec, c'est la faute des enseignants. On s'entend, il y a bien d'autres postes de dépenses qui ont contribué à ce déficit-là. Il y a énormément de services publics, donc ça amène énormément de dépenses. Et on va être en mesure de connaître l'ampleur du déficit
quand le ministre des Finances va dévoiler son budget le 21 mars prochain, mais déjà, on peut anticiper que ça va être un déficit énorme et malheureusement, on va rester dans un déficit budgétaire, encore une fois, pour un bon bout de temps. C'est-à-dire que je vois pas comment les revenus de l'État vont suffire à couvrir toutes les dépenses que le gouvernement a à faire, sans compter toutes les négociations de conventions qui s'en viennent. Et honnêtement, c'est plate, mais il y a juste deux solutions pour régler la problématique du déficit. Un, tu augmentes les impôts, donc tu augmentes le taux d'imposition des entreprises, des particuliers, ou de l'autre côté, tu coupes dans les dépenses publiques. Mais dans les deux cas, c'est jamais winner pour un parti politique d'annoncer l'une ou l'autre de ces mesures-là. Et c'est un peu ça qui fait en sorte que les partis politiques en place, peu importe le parti politique, ben, ils continuent de creuser le déficit, puis ils envoient juste la patate chaude au prochain. Fait que finalement, tu fais juste pelleter par en avant, mais le problème, il reste là. Et là, comme j'ai dit au début, pour le deuxième segment de l'épisode, je veux vous parler de deux actions qui ont attiré mon attention. Et là, je parle ici de Dropbox et de PayPal. Donc, deux entreprises qui sont profitables, deux entreprises qui sont cotées sur le Nasdaq. Et ils affichent toutes les deux des ratios financiers qui démontrent une bonne solidité financière. Ils ont toutes les deux d'excellentes marges de profit. Donc, je me suis mis à les analyser en fin de semaine et aujourd'hui, je vais vous partager un peu tout ça. Je vais débuter avec Dropbox, symbole DBX, qui est une compagnie qui offre un service de storage de données sur le cloud. Donc, souvent, on se sert de ça pour mettre nos photos ou n'importe quel document en backup. Comme ça, même si ton ordinateur il explose, ben, tu retrouves ces données-là qui restent sur le cloud de Dropbox. Et vendredi passé, l'action elle a chuté de 23% suite à l'annonce de ses résultats financiers. Et ce matin, le titre est encore en baisse d'un autre 4%. Donc, grosso modo, le prix des actions de Dropbox est passé d'un peu plus de 32$ à 24$, et tout ça en 2 jours ouvrables. Donc, vendredi. Et aujourd'hui, parce que lundi, la bourse était fermée. Et ce qui explique ça, c'est que les projections financières de Dropbox pour l'année 2024, les projections sont en dessous des attentes des analystes. De plus, si on regarde le quatrième trimestre de 2023, donc le dernier trimestre en fait, Dropbox y affiche une croissance de 6% de ses revenus. Et ça, c'est d'une année à l'autre. Tandis que le trimestre d'avant, ben on parlait d'une croissance annuelle de 7%. Donc, on est passé de 7 à 6. Et comme vous pouvez le constater, les investisseurs, ils n'aiment pas ça, voir un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires dans une action de type croissance. C'est-à-dire que l'entreprise Dropbox, il ne verse pas de dividendes à ses actionnaire. Fait que si tu veux générer de l'argent avec cet investissement-là, ben, il faut que les chiffres de l'entreprise continuent de grossir, il faut qu'il y ait plus de chiffre d'affaires, qu'il y ait des meilleurs bénéfices et au final que le prix de l'action monte pour que toi, ultimement, ben, tu fasses un gain en capital. Tout ça pour dire que en dessous de 24$, les actions de Dropbox commencent à être pas mal intéressantes pour les investisseurs qui souhaitent prendre une position dans ce genre de titre-là. Encore là, à noter que la compétition est très forte dans le domaine du service de stockage en ligne. C'est-à-dire que le stockage sur le cloud, il n'y a pas juste Dropbox qui offre ça. Et là, les frais annuels pour ces services-là, ben, c'est là que justement la concurrence est forte. Donc, il y a quand même une certaine prise de risque en investissant dans Dropbox, dans le sens que c'est pas une compagnie qui a un monopole ou qui est dans un oligopole. C'est vraiment quelque chose, c'est une commodité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui offrent ça, mais de la prise de risque, il y en a toujours. C'est à savoir, est-ce que vous misez sur Dropbox d'être le joueur dominant dans cette industrie-là? Et bref, comme d'habitude, faites vos recherches, analysez le titre et tirez-en vos propres conclusions avant d'acheter des actions de Dropbox.
Ensuite, je vais vous parler de l'entreprise PayPal, donc symbole PYPL. Et comme vous le savez sûrement déjà, PayPal il offre un service de transaction en ligne. En fait, ça permet, entre autres, de vendre des produits avec un e-commerce. Puis leur modèle d'affaires il est relativement simple dans le sens que à chaque transaction, PayPal il se prend une cote du côté du marchand, donc du côté du vendeur. Par exemple, sur mon site web, traders360.ca, quand je vends une formation en ligne ou une infolette ou n'importe quel produit qui se trouve sur mon commerce en ligne, il y a environ un 3% de frais de transaction qui s'en va à PayPal. Parce que PayPal, c'est le moyen de paiement, la méthode de paiement que j'ai mis sur mon site web. Et pour vous donner un exemple en chiffres, disons que tu te pognes mon infolettre à 125$ plus taxes. Ça, taxine, ça donne environ 144$. Et là-dessus, PayPal se pogne un 4,50$. Mais tu sais, ça, c'est une infolette à 125$ plus taxes. À cette heure, imaginez tout le volume de transactions qu'il y a sur PayPal et à quel point eux autres, ils génèrent des frais transactionnels avec tout ça. T'sais, pour vous donner une idée, au dernier trimestre, on parle de revenus avoisinant les 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars, ça c'est en 3 mois. Là. Évidemment, comme pour Dropbox, il y a d'autres compagnies qui offrent des services similaires à PayPal. On peut penser à Stripe, à Square qui appartient à la compagnie Block. Il y a aussi Shopify, etc. Par contre, si on regarde en termes de part de marché, il y a environ 40% des transactions en ligne qui sont faites via PayPal. Donc, PayPal, c'est encore le joueur dominant dans ce secteur-là. Et présentement, les actions de PayPal sont en dessous de 59$ US, 58 et quelque chose. Et je vous rappelle qu'en 2021, le prix des actions de PayPal, il avait atteint son sommet à plus de 300$ par action. Donc, on s'entend qu'en 2021, c'était une période de confinement, puis que là, à ce moment-là, tout le monde achetait ses produits en ligne. Clairement, ça l'a bénéficié à PayPal, mais également au commerce en ligne comme Shopify puis Amazon. Par contre, suite à ses derniers résultats financiers, PayPal, il a droppé pas mal. Je pense qu'il a même descendu jusqu'au tour de 56$ US. Et ça, c'est parce que les analystes sont inquiets du fait que, l'entreprise fait face à de la forte concurrence. Il y a d'autres compagnies qui commencent à gagner des parts de marché. Et de l'autre côté, PayPal n'a pas offert de guidance pour 2024, c'est-à-dire de projection financière pour l'année 2024. Mais à noter qu'en 2023, PayPal n'avait pas fait de guidance non plus. Mais là, si on regarde au niveau des chiffres, outre la bataille pour ses parts de marché, l'entreprise me paraît solide financièrement. On parle d'un ratio coût-bénéfice d'environ 15, c'est-à-dire que le prix de l'action correspond à un multiple de 15 fois le bénéfice par action. Et ça, il est très bas pour ce type d'entreprise-là et très bas aussi historiquement pour PayPal. C'est-à-dire que, il y a à peu près un an, ce ratio-là était autour de 35. Donc, le prix de l'action correspondait à 35 fois le bénéfice par action. Présentement, le multiple est rendu à 15. Et si on regarde les 5 dernières années, on constate également un taux de croissance du BPA, donc du bénéfice par action, de 20%. Et ça, comme je vous dis, c'est le taux de croissance sur 5 ans. Sinon, on parle aussi d'un très faible ratio d'endettement, ce qui est rassurant avec les taux d'intérêt actuels, d'un fonds de roulement qui est plus que suffisant, le ratio de liquidité générale qui est autour de 1,2, ce qui est target. Et finalement, on parle aussi d'une marge bénéficiaire nette de 14%. Donc, c'est sûr que côté financier, côté données financières, PayPal, il ne m'inquiète pas pantoute. D'ailleurs, au fait, ces données-là, c'est des éléments qui me rassurent quand je fais un investissement. Et finalement, il faut aussi savoir que PayPal, ils ont annoncé qu'ils allaient couper 9% de leurs effectifs. Donc, autant que c'est une mauvaise nouvelle pour les employés que c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires. Parce que, théoriquement, en coupant sur les dépenses en salaire, on va aller chercher une meilleure profitabilité au courant de l'année prochaine.
Bref, moi là j'enregistre le podcast, il est autour de 11h le matin et je vais voir si au courant de la journée j'achète les actions de ces compagnies-là ou si j'attends dans les prochains jours. L'analyse technique va me le dire. Dans tous les cas, je vous tiens au courant dans le prochain épisode et je tiens quand même à répéter que tout ça, ce n'est aucunement des recommandations d'achat. Je ne vous dis pas d'acheter du Dropbox ou d'acheter du PayPal. Je vous partage seulement mes observations. Je vais aussi vous donner une longueur d'avance avant que je fasse un move. Et ensuite de ça, c'est à vous de faire les analyses de votre bord, de vérifier si ces entreprises-là vous intéressent ou pas, de contre-vérifier les informations que je vous ai données. Et l'autre chose aussi, c'est que le fait qu'il attire mon attention aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le prix des actions ne descendra pas plus bas que ça. Là. C'est seulement qu'à partir du prix actuel, personnellement, ces actions-là me paraissent en rabais. Et s'ils descendent plus bas, ils vont être juste encore plus attrayantes en termes d'investissement. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si vous aimez le podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review ou un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.